Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au rôle du secteur privé dans le processus de développement de nos pays en Afrique. Considéré comme un véritable moteur de croissance, l'investissement privé est au cœur du plan national de développement adopté par le Togo. Le pays accentue les réformes pour attirer les investisseurs. Pour parler de la contribution du secteur privé dans le développement socio-économique, je reçois pour vous Thierry Aweso. Vous êtes directeur de la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, vice-président du Conseil national du patronat du Togo. Thierry Aweso, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci Gaëtan et bonjour. Le Togo mise sur son secteur privé pour booster sa croissance socio-économique. Les réformes entreprises par les autorités du pays commencent à payer. Le Togo gagne 40 places dans le classement Doing Business 2020. Je vous invite à suivre ce reportage. L'occasion est solennelle et l'ambiance est au satisfecit général. Une cérémonie grandeur nature pour célébrer le Togo, classé premier pays réformateur en Afrique. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale est sans équivoque. Le pays gagne 40 places pour se hisser au 3e rang mondial. Le résultat est historique et émane de l'engagement du gouvernement togolais dans l'amélioration du climat des affaires. Le Togo s'est engagé ces dernières années dans un processus de réforme structurelle de son économie. Des initiatives novatrices sont prises par le gouvernement pour faire de notre pays une destination de premier choix des investisseurs. Des réformes audacieuses opérées ont favorisé des avancées notables et un bon positionnement de l'économie togolaise dans les différents classements internationaux. La 17e édition du rapport Doing Business de la Banque mondiale rendu public le 24 octobre dernier est une parfaite illustration. L'amélioration du climat des affaires, c'est un défi que le Togo s'est lancé depuis quelques années. Les performances ont été enregistrées notamment dans la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité ou encore le transfert de propriété. Des résultats célébrés, mais qui n'occultent pas les efforts qui restent encore à faire. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire au niveau du paiement des taxes et des impôts. En plus, au niveau judiciaire, tout ce qui concerne la réglementation de l'insolvabilité, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et en plus, la protection des investissements, des investisseurs minoritaires. Alors que le pays est dans la dynamique de la mise en œuvre de son plan national de développement, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé lance le mot d'ordre, maintenir l'élan des réformes. Nous devons savoir que nous sommes en compétition avec les autres. Ce que nous avons réussi aujourd'hui, si nous ne maintenons pas le cap, demain nous pouvons reculer. Et si nous reculons, je crois que l'impact sera encore plus négatif. Les mauvaises langues diront que c'est par hasard. Non, ça fait 2 ans que nous avons entamé cela. Il faut que l'année prochaine, nous puissions maintenir le cap, même si les périodes de campagne électorale ne sont pas forcément propices aux réformes. Il faut que dès maintenant, en tout cas c'est l'instruction que j'ai donnée au ministre, que je donne à l'administration, dès maintenant nous prenions de l'avance sur les réformes que nous devons réaliser pour l'année prochaine. Alors je vais vous dire, ne vous lassez pas de faire des réformes. Travaillons pour que le Togo ait cette place-là de premier de meilleur réformateur en Afrique. Au-delà de la célébration des résultats encourageants du pays, l'État reconnaît le mérite des acteurs impliqués, notamment le secteur privé, moteur de croissance. Thierry Aweso, comment, en tant qu'acteur du secteur privé, vous réagissez face à ces performances enregistrées par le Togo? C'est plutôt pour nous au niveau du secteur privé un satisfecit. Nous avons été associés à la mise en place d'une vision. On a été associés à la mise en place d'un programme national de développement et qui est la continuité en réalité justement des efforts qui ont été faits pour être un pays réformateur capable d'améliorer le climat des affaires et de bénéficier ainsi d'une meilleure attractivité au niveau justement des investisseurs, tant locaux que étrangers. Le secteur privé donc a été très fier des résultats obtenus par le gouvernement et le président de la République et nous ne pouvons que leur dire bravo. 40 places, c'est pas comme si on avait gagné 1 ou 2 places. En 2 ans, ça nous fait 59 places. Si vous connaissez exactement ce que c'est que le rapport Doing Business, vous allez voir que c'est un ensemble d'indicateurs de performance
qui partent depuis la création d'une société jusqu'à la fin. Donc pendant toute sa mutation, que ce soit au niveau des garanties sur les actionnaires minoritaires, le foncier, la mise en place d'un plan de construction et toutes les autorisations qui vont avec, le fiscal, bien entendu les télécommunications, l'ensemble de la batterie de problèmes, d'étapes dans lesquelles un créateur d'entreprise doit partir la mobilisation de ressources jusqu'à la fin. Donc tous ces ensembles, effectivement, d'indicateurs sont mis en compétition d'un pays à l'autre. 59 places en 2 ans. Le Togo, après, évidemment, l'Arabie Saoudite et la Jordanie occupent la 3e place mondiale en tant que réformateur pour l'exercice actuel. Et en Afrique, premier pays réformateur, je crois que des efforts ont réellement été faits pour permettre au Togo d'améliorer son attractivité. Et bravo pour nous tous. Alors, ça veut dire que le climat des affaires est favorable pour l'investissement privé. Comment, au niveau du secteur privé, vous pouvez capitaliser sur ces acquis? Il fut quelques années, c'était extrêmement difficile de discuter avec un certain nombre, je dirais, de partenaires institutionnels. Le secteur privé, vous le savez, a été toujours au contact des réalités et c'est qu'il compétit en interne ici avec parfois une concurrence déloyale et à l'extérieur avec des règles, des normes, des certifications qui ne lui permettent pas de ne pas être à la hauteur effectivement des exigences en termes de normes. Donc, il fallait à un moment donné réussir à parler un peu du même son de cloche avec nos interlocuteurs essentiellement du secteur public. Alors, il a été mis en place, sous la houlette du chef de l'État, un cadre de concertation publique et privée auquel nous avons été associés. Et vous y retrouvez évidemment le Conseil national du patronat, vous y retrouvez l'association des grandes entreprises du Togo qu'on appelle la JET, vous y retrouvez également la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers. Ces différents acteurs ont profité de cette plateforme nouvelle pour faire un diagnostic de la situation et faire des recommandations. Une vingtaine de recommandations ont été déposées sur la table de celui qui préside justement ce comité de concertation. C'est le chef du gouvernement, le Premier ministre Klassou. Et je peux vous dire, entre 2017 et maintenant, les différents codes d'investissement et lois de finances ont intégré un certain nombre de nos préoccupations. Je donne un exemple simple. De quoi précisément vous vous félicitez? On prend le cas même de l'impôt sur les sociétés. Au moment où nous avons posé nos requêtes, on était à 29%. On est passé à 28% et cette année, vous le saviez, nous sommes à 27%. Nous souhaitons, et nous l'avons dit aux autorités de notre pays, et que les recommandations justement des directives de l'UEMOA soient appliquées, c'est-à-dire qu'on réussisse à passer à 25% pour avoir beaucoup plus de compétitivité. Il est très important que vous sachiez qu'en dehors de ce cadre permanent de concertation, il a été mis en place ici ce que nous pouvons appeler l'agence togolaise donc, de la promotion des investissements, la PIZF, et des zones franches qui permettent également à un opérateur qui souhaite justement investir au Togo d'avoir un interlocuteur, poser des questions, avoir des réponses précises pour qu'on lui aménage effectivement en termes de compétitivité le meilleur espace pour pouvoir s'installer ici. Il a été mis en place également, vous le saviez, toute une batterie effectivement de réformes dont celle que nous avons appréciée le plus, c'est de permettre au secteur privé d'être présent au sein d'un certain nombre d'organisations, de pouvoir parler avec l'État à tout moment. Nous saluons également sur le plan des taxes. On a supprimé complètement l'impôt sur les salaires, je pense que vous le saviez. On a supprimé également des taxes sur les véhicules de location, par exemple pour les sociétés. On a remis en place un nouveau mécanisme, effectivement, et qui nous permet le remboursement de la TVA, qui était un dû. Il fut des années où on faisait 3 ans, 4 ans, on montait, je prends le cas de Nyoto que nous pilotons, on était monté à plus de 600 millions de crédits de TVA. En réalité, c'est une trésorerie qui est mobilisée, immobilisée malheureusement au niveau de l'État, et qui ne nous permet pas de faire face
à nos exigences de tous les jours. Alors justement, comment on l'a suivi, M. Thierry Awissor, dans ce reportage, c'est vrai, des réformes à saluer, mais il reste encore à faire. Et la représentante résidente de la Banque mondiale a souligné qu'il y a encore des défis au niveau du paiement des taxes, des taxes fiscales, le côté judiciaire et notamment la protection des investisseurs minoritaires. Est-ce qu'au niveau du secteur privé, vous partagez ces défis ou vous en avez plus? Ah non, nous vivons complètement ces défis, ils sont parfaitement partagés. Et les défis à relever n'enlèvent en rien du tout l'effort qui a été accompli. Les défis à relever sont multiples et multiformes. Je préfère de façon très structurée vous expliquer un peu comment nous vivons les choses. En matière de communication et des télécommunications, vous voyez, nous avions eu actuellement une amélioration complètement du réseau Internet. Pour nous qui sommes sur la zone industrielle du port autonome de Lomé, nous arrivons à gérer un certain nombre d'automates, par exemple, avec directement nos automaticiens à partir de Paris, alors qu'ils étaient à l'époque obligés de venir en territoire Nyoto pour nous régler un certain nombre de problèmes sur les automates et nous permettre de piloter certains équipements sensibles. Maintenant, avec la connexion Internet qui marche beaucoup mieux, évidemment, nous réussissons à régler les problèmes et à rester en temps réel, en phase avec les différentes industries du groupe. On en a 11 en tout dans la sous-région et on travaille avec un siège qui est à Paris. Vous prenez un cas un peu comme les télécommunications qui reviennent aujourd'hui beaucoup moins cher. Vous prenez un cas comme l'énergie. À l'époque, nous avions de façon régulière des coupures d'énergie qui impactaient directement la production, sachant que nous avons des équipements. Quand c'est une coupure totalement inappropriée, c'est-à-dire qui n'a pas été programmée, vous pouvez tout de suite marquer jusqu'à 3 heures, 4 heures d'arrêt avant de reprendre. Ça nous coûte plusieurs millions déjà de francs dans une industrie. On n'a plus donc ces problèmes d'efficacité et de disponibilité énergétique. Par contre, les défis, ils sont très importants parce que les produits togolais ne compétissent pas entre eux ici. Ils compétissent, quand on prend le cas par exemple de la campagne Carité dans laquelle nous sommes, ils ont des unités de production concurrentes qui sont peut-être au Ghana et dans d'autres pays, au Nigeria, oui, qui bénéficient et ou peut-être de l'énergie beaucoup moins chère, ou qui bénéficient d'un certain nombre d'accompagnements sur le plan des banques commerciales avec des taux beaucoup plus compétitifs. Nous avons des pays, quand vous prenez de l'huile, quand on est en campagne coton, avec de l'huile qui vient de Malaisie, qui est subventionnée par les différents États là-bas. Ils ont des banques donc d'investissement qui sont totalement spécifiques à l'industrie ou à l'agriculture, où ils lèvent des fonds à 1,50. Nous levons des fonds ici à 10%. Vous voyez bien qu'il y a encore d'énormes défis. Il faut mobiliser des ressources sur place ici et réussir à les avoir à des taux beaucoup plus compétitifs. Ça fait partie justement des enjeux auxquels nous devons faire face. Bien évidemment, la représentante de la Banque mondiale a touché du doigt un certain nombre de problèmes. Des réformes ont été faites sur le plan judiciaire, mais nous estimons qu'il reste encore du chemin pour qu'on soit davantage sécurisé lorsqu'on porte un contentieux au niveau de la justice, pour que le droit soit vraiment lu, pour que de façon suffisamment équitable et qu'on soit vraiment suffisamment protégé. C'est quoi le plus urgent pour vous maintenant? Aujourd'hui, le plus urgent pour le secteur privé, c'est de réussir à avoir des mécanismes qui fonctionnent très très bien en matière de gouvernance. Vous savez que le Togo s'est propulsé vers un certain nombre, je dirais, de changements qui poussent, on prend des exemples concrets. Obligation de remettre des marchés publics à des jeunes, à des femmes, jusqu'à hauteur de 20 à 30%. On ne peut que saluer effectivement ces avancées qui vont booster davantage la capacité d'un Togolais qui a de l'imagination, de la créativité, de pouvoir être sur le marché. Encourager notamment l'entrepreneuriat. Très bien. Il faut que ce soit encadré. Il faut davantage que les plus hautes autorités de notre pays poursuivent ce qu'ils sont en train de faire en se disant l'État ne doit pas être considéré comme une entité à part. L'État qui aujourd'hui organise un certain nombre de marchés publics, je prends le cas de la construction peut-être des routes, des renforcements donc des infrastructures portuaires, aéroportuaires, des gros chantiers donc de construction de tout ce qui est cité, tout ce qui est cité universitaire, prison, milieu carcéral, tout ça, il faudrait, nous le souhaitons vraiment au niveau du secteur privé, qu'une priorité soit donnée aux Togolais. Si nous décidons, un peu comme ce qui est en train de se dessiner à l'horizon,
de dédoubler la nationale numéro 1, d'amener justement des marchandises qui arrivent à ce que nous avons de mieux dans notre pays. Je pense que c'est notre position en eau profonde. Il faut donc désenclaver justement tous ces produits vers l'Interland. Bien évidemment, nous nous disons qu'il serait bon qu'une bonne partie de ces tronçons, quels que soient les tests que régissent effectivement l'espace communautaire, il serait bon que les entreprises togolaises soient prioritaires justement dans l'affectation. Est-ce que ça veut dire, selon votre explication, selon votre analyse, qu'une part belle de ces marchés est faite pour les entreprises étrangères? Nous avons, je vous le disais tout à l'heure, souscrit à des tests régionaux et sous-régionaux. Ces tests nous imposent d'ouvrir, c'est des appels d'offres, et d'ouvrir effectivement la candidature aux autres sociétés de la sous-région. Il y a des pays qui, à un moment donné, comme le Nigeria, vous prenez le cas de Dangote, vous prenez Bomaf au Burkina, où il y a eu une volonté politique à un moment donné et de créer des champions ou de créer les conditions pour qu'il y ait des champions nationaux prioritaires. Et lorsque vous arrivez à donner justement des marchés publics d'un niveau très élevé à des acteurs locaux, tout de suite, ils grandissent énormément en efficacité. Ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet de faire venir des compétences extérieures et de pouvoir être capables de compétir également à l'extérieur. Et c'est ça le véritable enjeu. Ce que nous souhaitons, si on estime qu'il y a des structures togolaises qui n'arrivent pas à compétir de par leur taille, peut-être la taille du pays également joue, nous devons être capables à un moment donné peut-être de les organiser et de les amener à se mettre ensemble lorsque le besoin l'exige, pour qu'ensemble ils puissent créer justement un groupe d'industrie ou un groupe justement de sociétés capables de remporter de façon prioritaire les marchés locaux. Est-ce que concrètement les entreprises togolaises n'auraient-elles pas des pas à franchir dans ce processus de compétitivité? Je peux vous dire d'emblée que les entreprises togolaises sont présentes dans des pays même pétroliers comme le Gabon, des pays lointains, et ont toujours fait preuve en termes d'efficacité, de sérieux au travail et de résultats, ont toujours fait preuve d'une certaine efficacité. Au Burkina, tout de suite, vous arrivez là-bas, je me permets de citer certains pays, vous êtes une entreprise togolaise, vous êtes quasiment certain que dans le bâtiment, par exemple, qu'on vous fera confiance. Les Togolais sont très bons dans ce qu'ils font, ils sont très bien formés et rigoureux en ce qui concerne la qualité du travail, et donc ce n'est pas là-bas le problème. Le problème est tout juste un problème, je pense, d'organisation et de renforcement, je pense, de vouloir propulser davantage les Togolais devant. Le Conseil national du travail, nous l'avons compris, voilà. Thierry Aweso, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique, consacrée au rôle du secteur privé dans le processus de développement de notre pays, le Togo. Et nous en parlons sur ce plateau avec Thierry Aweso, vice-président du Conseil national du patronat du Togo. Monsieur le vice-président, nous avons parlé des réformes à opérer et déjà opérées et que vous saluez sur ce plateau. Alors, dans ce processus, il y a bien sûr des étapes que vous souhaiteriez voir l'État togolais franchir. Alors, quand on parle de priorité, vous avez évoqué certaines. Alors, que reste-t-il encore à faire? Ce qui reste à faire, ayant identifié nos différents problèmes, je vous ai parlé de problématiques multiples et multiformes, c'est de se dire exactement les points sur lesquels nous devons aller compétir pour atteindre les objectifs justement du programme national de développement. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de réussir à créer 500 000 emplois. Et de réussir à un moment donné à monter notre taux de croissance jusqu'à 7,6. Vous n'oubliez pas que pour l'exercice actuel, nous sommes en train de passer la barre à peu près des 5,3%, avec 2020 une estimation à 5,7%. Donc nous sommes dans une progression qu'il faut maintenir. Si nous nous permettons de nous arrêter un tout petit peu à partir du moment où nous sommes en compétition avec les autres, on dit souvent que qui n'avance pas recule, nous aurons des difficultés. Donc ces enjeux actuels,
ne nous donne pas le choix. Ça veut dire qu'il faut toujours essayer de mieux faire. Le secteur privé estime qu'il y a des indicateurs sur lesquels nous devons jouer. D'abord, les échanges entre les différents États de la sous-région. Le Togo a une balance commerciale extrêmement déficitaire, on parle de 8 milliards actuellement, donc autour de 400 milliards de francs CFA, un déficit assez important. Ça veut dire qu'il y a un problème, mais ça veut dire qu'il y a une véritable opportunité, c'est de réussir à un moment donné. Vous prenez des produits un peu comme les œufs, les poulets, les poissons, il y a la possibilité, et même un certain nombre de produits agricoles, de pouvoir les produire sur place et de freiner un peu les importations. Pourquoi ? Plus nous achetons des produits importés, évidemment, plus nous exportons notre main-d'œuvre et plus nous garantissons de l'emploi ailleurs, alors qu'en réalité, il y a une corrélation directe entre l'emploi, entre la stabilité de nos pays et de nos institutions, entre la croissance et la mobilisation des ressources internes. Donc, alors, la consommation locale, la promotion de la consommation locale, ça a été un point important lors de cette semaine dite consacrée au secteur privé. Vous avez martelé ce message. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des défis à faire à ce niveau? Pourquoi ne consommons-nous pas local? J'avais entamé justement le sujet de façon indirecte. J'extrapole toujours pour partir de quelque part pour revenir à votre question. Vous arrivez dans des grands pays comme l'Allemagne, on ne dira pas à une municipalité ou à un département ministériel d'aller acheter des Toyota pour conduire ou pour justement déplacer le personnel. Ils iront automatiquement acheter une consommation type Audi, BMW, Mercedes. Vous arrivez en France, c'est pareil avec Peugeot, Citroën. Et pareil pour l'aéronautique avec Airbus et Boeing consommera Boeing, surtout aux États-Unis, essaiera de compétir un peu avec l'Asie. Mais chacun, quelque part, pour booster son industrie, étant conscient qu'il faut maintenir des emplois et créer justement de la croissance, et faire en sorte que les industries du pays soient non seulement en termes de marché, puisque c'est le marché qui crée la production, et soient accompagnées. Et c'est là où l'État joue le rôle le plus important. Et c'est là où nous saluons justement la naissance d'un département en charge de la promotion de la consommation locale. Ça signifie qu'on est déjà conscient d'une problématique. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État, je prends un cas que je connais très bien, par exemple l'huile que nous produisons, je finis dans la sous-région en disant, donc au Burkina, le problème s'est posé avec les huiles importées de Malaisie, d'Indonésie. 90%, n'est-ce pas, de l'huile produite dans le monde vient de ces deux pays. Et ils envahissent parce qu'ils ont un certain nombre de facteurs de production et qui sont sur des avantages comparatifs beaucoup plus intéressants. Ils envahissent nos marchés, on compétit difficilement avec. Le Burkina a décidé de sortir un arrêté ministériel où ils ont suspendu les importations de certains produits en demandant tout simplement, comme le cas de l'huile, aux autres importateurs d'huile de retourner vers la SNCTEC, donc l'équivalent de Nyoto, pour se ravitailler jusqu'à la hauteur de 6 000 tonnes d'huile qui étaient en souffrance là-bas. Ils se sont organisés pour l'avoir à un prix qui arrange un peu tout le monde. Et ils ont fini tous les volumes. On a réouvert le créneau donc des importations. Alors ça veut dire, vous avez le sentiment que le marché togolais est trop ouvert aux produits étrangers? Lorsque la compétition devient difficile, ça nous pousse à continuer par réfléchir à des mesures qui ne sont pas du tout naïves, mais qui sont, je ne dirais pas qu'il faut être forcément agressif sur le marché, mais lorsque le marché devient vraiment difficile, il faut être réaliste et se protéger davantage. Aujourd'hui, nul n'est point aveugle. Nous voyons bien le Nigeria lui-même avoir pris... Alors le Nigeria s'est renfermé sur lui-même. Vous saluez cette décision du gouvernement nigérian de fermer ses frontières? Non, on ne salue pas ça parce que ils sont allés trop loin. Mais en réalité, de quoi parle le Nigeria? Le Nigeria dit, nous avons une réglementation sous-régionale. Nous avons donc ce qu'on appelle le TEC, avec une liberté de circulation, donc des biens, des personnes et des services sur l'espace communautaire. Ça signifie quoi? Qu'il faut avoir un certificat d'origine qui prouve que le produit a été ou justement produit dans la sous-région ou a été enrichi dans la sous-région jusqu'à une hauteur bien, le mécanisme c'est 70%, et vous avez la possibilité de faire circuler ça sur l'espace. Mais lorsque peut-être certains pays
vont donner de façon plus facile le certificat d'origine à un produit qui réellement a été importé et qui va aller circuler pour compétir alors qu'il est rentré avec une nomenclature qui n'a absolument rien à voir avec la nomenclature d'un produit fini. Ça pose problème. Je vous donne un exemple tout simple que je connais bien. Vous prenez de l'huile, on a une valeur qu'on appelle la valeur mercurielle. Au Togo, par exemple, elle est fixée à 200 francs le kilo. 200 francs le kilo pour l'huile qui arrive, elle est taxée autour de 35% et elle est capable effectivement, puisqu'ils vont la faire rentrer probablement en produit semi-fini qui est destiné à être fini, mais l'huile va continuer par circuler avec des taux de stéarine extrêmement élevés, alors qu'il faut procéder au fractionnement de cet aliment pour qu'il devienne comestible. Mais il va partir dans tous les états de la sous-région avec un certificat d'origine. C'est un exemple simple, hein, ça peut arriver. Donc, vous partez compétir, vous qui aviez un coût de production qui est supérieur à 700 francs le kilo, parce que vous êtes réaliste et que vous payez vos TVA et que vous payez toutes vos taxes, et que vous achetez la matière première auprès de votre partenaire qui est la NSCT, mais vous vous retrouvez forcément en situation totalement défavorable. Le besoin national est de 75 000 tonnes. Nyoto, si Nyoto fait de l'huile, parce que je fais beaucoup également de beurre de karité, je ferai 5 000 tonnes. Il n'y a pas de raison que mon huile ne soit pas absorbée d'abord par le premier consommateur. Moi, je parle souvent de l'État, parce que nous avons des centres, des centres qui sont le milieu carcéral, nous avons les forces armées, nous avons la gendarmerie, nous avons la police, nous avons un certain nombre d'institutions à l'université, les cantines scolaires. Il faut que nous donnions le bon exemple. Et c'est la raison pour laquelle je reste convaincu que l'État doit jouer de façon très très claire et sa partition et être capable d'assumer tout ce qui est lancé. Moi, je pense que le président de la République a lancé un chantier. Il faut derrière que des acteurs aillent justement dans cette direction, que chacun s'y retrouve. Alors, comment l'État peut-il jouer véritablement ce rôle-là, sans toutefois glisser vers ce qu'on peut appeler une autre forme de protectionnisme? Je reviens donc sur des exemples qui se font déjà ailleurs, parce qu'on ne va pas réinventer la roue en 2019. Je reprends un cas comme le Burkina, où la primature, le Premier ministre, après avoir consulté les différents acteurs économiques, a décidé de sortir un arrêté ministériel dans lequel on demande aux différents démembrements de l'État et à tous ceux qui dépendent de là de consommer en priorité des produits made in Burkina Faso. Qu'il y ait une manifestation officielle, qu'il y ait tout ce qui se passe dans le pays. Si vous voyez quelque chose d'importé, ça veut dire qu'on ne l'a pas retrouvé sur le marché ou parce que la quantité qui a été faite n'est pas suffisante. Ça pousse forcément nos différents producteurs à aller vers une autre notion qui est la notion de la qualité. Et vous avez dû suivre le Conseil des ministres hier qui a fait un pont très très important dans la politique de promotion de la qualité dans notre pays. Donc on est en train de mettre la norme Made in Togo en place pour être capable, comme le Ghana et d'autres pays, de pouvoir compétir à l'extérieur. C'était un passage forcément nécessaire. Ça va tirer forcément donc les sociétés et les producteurs vers le haut en termes de qualité et donner le choix aux consommateurs de pouvoir, en dehors du prix, choisir un article qui est réellement dans les différents rayons de nos supermarchés est capable effectivement d'être non seulement visible, mais d'être consommé sans aucune crainte. Thierry Aweso, au niveau du secteur privé, l'autre préoccupation que vous avez, c'est l'accès des PME et PMI au financement. Et on sait aujourd'hui, les PME restent fortement tributaires des ressources internes, de la dette bancaire pour se financer. Comment on peut relever ce défi? Vous avez touché effectivement du doigt quelque chose de très important. L'ossature du programme national du développement, c'est l'axe 2. Qui dit axe 2 dit donc forcément un certain nombre de valorisation des matières premières sur le territoire national. L'agriculture, 60% de la population active et 40% du PIB. Et vous allez voir que malgré ces indicateurs, on a beaucoup moins de 1%, à 0,2, 0,3% de financement bancaire. Et d'où, moi je dirais, c'est vraiment un paramètre extrêmement important, la mise en place du MIFA qui est venu pour créer un cadre dans lequel on garantit avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la filière agricole, donc depuis les producteurs jusqu'au marché des consommateurs, on a mis tous ces éléments ensemble, y compris les banques, les assurances, pour pouvoir avoir un partage de risques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui a permis finalement à des banques comme Orabank et autres d'accompagner des projets qui sont bancables.
Nous souhaitons que ce genre de mécanisme soit également, non seulement fasse l'objet d'une réflexion, mais soit mis en place pour garantir justement le financement d'un certain nombre de PME, PMI qui sont le véritable moteur de la croissance. Et dans notre pays aujourd'hui, puisque quand vous allez reprendre au niveau du secteur secondaire, donc au niveau de l'industrie, vous avez difficilement 27 à 30% du financement bancaire qui y va, et le reste est malheureusement dans les services. Mais quand on parle des services, ça crée combien d'emplois? Et des services, généralement, comme je vous l'ai dit, la balance commerciale est totalement déficitaire. Ça veut dire qu'on importe encore beaucoup plus. On ne va pas créer des emplois, on va créer des emplois à l'extérieur. Il faut absolument trouver les mécanismes nécessaires pour lever les fonds ici. C'est une problématique sur laquelle nous sommes en train de travailler avec le secteur bancaire. Je reste convaincu que nous allons trouver justement des solutions par rapport à ça. Et à ce niveau, certaines PME, PMI se sentaient exclues du marché. Vous avez parlé du MIFA qui offre justement cette possibilité de partage de risques. Aujourd'hui, c'est une panacée. On a envie de... Est-ce que vous voulez dire ça? Ah oui, c'est un pas de géant qui a été fait. Un pas de géant parce que c'est quand même un produit origine Togo. On a essayé de voir un peu ce qui se passe ailleurs et de trouver, j'allais dire, un système hybride qui cadre réellement avec nos réalités. Et c'est la raison pour laquelle je reste convaincu qu'il ne faut pas penser que les différents acteurs, y compris l'État, dorment sur ce sujet. Vous voyez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, que quand on dit il faut donner 20 à 30% des marchés publics aux jeunes ou aux femmes, c'est bien parce qu'à un moment donné, on veut faire en sorte qu'ils soient solvables, qu'ils aient la capacité de pouvoir lever des fonds, parce qu'ils ont un bon de commande, parce qu'ils ont la capacité opérationnelle de pouvoir assumer cette mission. Donc je crois qu'il faut poursuivre en ce sens pour avoir des acteurs totalement crédibles. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas uniquement de créer des entreprises. Vous savez, nous, on a amélioré complètement les conditions de création d'entreprises. Vous savez qu'on a réussi à diminuer de 89% le prix, le coût de la création d'une SARL. Ça s'est terminé avec 2019, avec un boom, un boost de 11,2%. Et quand tu prends de 2018 et 2019, c'est-à-dire les 2 dernières années, on a fait un bond de plus de 33% en termes de création donc, de SARL. Ça signifie que la créativité, le génie togolais, qui était boosté et plafonné par cette nécessité d'aller lever des fonds pour créer une société, n'existe vraiment plus. C'est déjà une étape qui n'est pas du tout négligeable. Maintenant, aller vers le marché, je vous le répète, c'est le marché qui va créer la production, le marché va créer le service. Ça veut dire qu'il faut avoir justement la créativité nécessaire pour pouvoir créer un marché, une solution de qualité à laquelle le consommateur va adhérer. Parce qu'il a un choix finalement à faire entre ce qui va venir de l'extérieur, qui coûte peut-être moins cher, et c'est là où les facteurs de production sont des indicateurs sur lesquels nous devons continuer par travailler. Nous connaissons exactement nos handicaps. Si le temps nous le permet, on va les citer les uns après les autres et vous faire justement les recommandations que nous avions faites. Pour oui, justement, parlant de vos handicaps, est-ce que lesquels, comment se résument-ils? Je prends les facteurs les plus importants. Le tout premier, c'est l'énergie. L'énergie va contribuer à 35% à peu près du coût de production. Vous savez que des démarches ont été faites et continuent par être faites par des pays comme le Maroc pour intégrer l'espace CEDEAO. L'énergie au Togo, je vous ai dit, on a fait de sérieux efforts pour, en termes d'efficacité, de disponibilité énergétique, d'être à un niveau de compétitivité assez élevé. Après, il reste le coût. Le coût, on est autour de 100 francs le kilowattheure. Vous allez prendre des pays comme l'Éthiopie, vous allez prendre des pays, l'Éthiopie qui fait beaucoup de textiles et pourtant il ne produit que 20 000 tonnes de coton. Donc les Chinois leur donnent effectivement un certain nombre de marchés pour qu'ils puissent ramener les produits en territoire chinois. Vous prenez un pays comme le Maroc, qui veut rentrer justement dans l'espace CEDEAO, qui va payer son énergie industrielle autour de 40-45 francs le kilowatt. Comment compétir avec un gap aussi important? Et dans le même temps, ils vont avoir des établissements financiers et bancaires qui vont lever des fonds à des taux totalement compétitifs, entre 1,5 et 3% pour l'industrie et l'agriculture. Et pourtant, vous devez compétir avec nous qui levons des fonds autour de 10% pour faire le même métier. Donc, vous avez 2 indicateurs déjà très importants. Après, il y a l'achat de la matière première.
Vous voyez des pays que j'ai cités tout à l'heure, comme la Malaisie et l'Indonésie, et vous prenez la politique européenne commune, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture là-bas, avec des États qui vont subventionner justement un certain nombre d'agriculteurs pour être capables de compétir à l'extérieur. Vous allez partir avec un niveau zéro et avec tous ces handicaps pour compétir, et pourtant, c'est des structures un peu comme les nôtres, réussissions avec notre savoir-faire, avec la capacité de pouvoir mobiliser complètement nos ressources humaines pour améliorer les indicateurs de performance avec nos équipements et gagner en termes de taux de production ou de productivité par jour, et gagner sur ces paramètres et être capable de rattraper un certain nombre de gaps et de compétir et de gagner des marchés. Je prends le cas de Nyoto. Vous allez me dire, mais s'il en est ainsi, pourquoi vous continuez par compétir sur le marché? Vous ne pourrez pas. Mais en réalité, nous avons réussi à partir de 12 000 tonnes. On a compris autant de paliers, à 38 000 tonnes. Autant de paliers qui restent encore à franchir. Thierry Aweso, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un dernier message, à qui l'adresseriez-vous et quelle serait sa teneur? Très rapidement, en quelques secondes. Voilà, j'adresserai le message à 3 acteurs principaux. Le tout premier, c'est encore une fois féliciter et remercier le président de la République et l'ensemble de son gouvernement pour les efforts qui ont été faits pour améliorer le climat des affaires. Très rapidement. Voilà, donc le deuxième mot ira plutôt aux partenaires du Togo. Les partenaires du Togo, nous avons vu cette semaine avec le secteur privé, l'arrivée de la SFI, l'arrivée de la Banque mondiale, du FMI, continuer par soutenir les efforts du gouvernement. Il faut qu'on avance. Le troisième mot ira envers nous-mêmes, le secteur privé, et restons toujours mobilisés parce qu'il y a une étroite collaboration ou un lien très étroit entre la croissance économique, entre la nécessité d'améliorer notre propre système de gouvernance, autant qu'on demande également à l'institution. Thierry Aweso, votre message est passé. Et la nécessité d'améliorer justement nos instruments et nos mécanismes de gouvernance pour toujours compétir davantage sur les marchés. C'est l'appel de Thierry Aweso, vice-président du Conseil national du patronat du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.